Alors avant de présenter nos deux invités, merci déjà d'être avec nous. La lutte contre la fraude fiscale au niveau mondial a fait des progrès depuis la semaine dernière. Plus de 80 pays réunis à Berlin le mercredi 29 octobre se sont engagés à mettre en place un échange automatique d'informations entre leurs administrations fiscales d'ici 2017 ou 2018 au plus tard. Avant notre débat, quel est le contenu de cet accord de Berlin? La réponse avec Marie Valeret. Pour les puissances du G20 et les petits paradis fiscaux réunis à Berlin, c'est une victoire. Ceci est une étape importante dans la coopération transfrontalière entre les autorités fiscales. La mise en œuvre des nouvelles normes et le début d'un réel échange de renseignements constituent une réussite majeure. En tout, 51 pays ont signé un accord pour échanger automatiquement les données financières des contribuables dès septembre 2017. Une trentaine d'autres pays se sont engagés à être prêts dès 2018, parmi eux l'Autriche ou encore la Suisse. La Suisse a rejoint le forum. Elle n'a pas encore signé pour 2017 pour des raisons de procédure interne, mais elle le fera comme beaucoup d'autres pays présents ici. Pour certains États connus pour leur opacité bancaire, comme le Liechtenstein ou encore les îles Caïmans, un tel accord va bouleverser leur modèle économique. Si c'est une grande étape vers la fin du secret bancaire, reste encore à lutter contre la fraude fiscale des entreprises. Le premier pilier, c'est la lutte contre la fraude des citoyens, des personnes privées. Il faut maintenant lutter contre la fraude, mais surtout contre l'optimisation fiscale d'un certain nombre d'entreprises. Les États-Unis, qui ont déjà leur propre système de lutte contre la fraude fiscale, n'ont pas signé l'accord. Quelques 6 000 milliards d'euros seraient dissimulés dans les paradis fiscaux, un manque à gagner de 130 milliards d'euros par an pour les États du monde entier. Alors on va revenir sur ces chiffres sur le plateau du 64 minutes. Deux invités. Je commence par Pascal Saint-Amand. Bonsoir. Bonsoir. Alors en quelques mots vous présentez. Vous êtes expert international de la fiscalité. Vous êtes historien aussi. Vous avez fait l'ENA. Vous avez travaillé pour le ministère des Finances en France, pour les Nations Unies aussi en matière de coopération fiscale. Et aujourd'hui vous êtes directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, qui est une organisation de 34 pays dont le but, je cite l'OCDE, est de bâtir un monde plus fort, plus sain et plus juste, tout un programme. En face de vous, François Valérian, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ingénieur, vous avez fait Polytechnique, qui est la plus prestigieuse école d'ingénieurs française. Vous êtes aussi docteur en histoire, vous avez travaillé comme économiste dans le public et dans le privé. Et aujourd'hui, vous êtes administrateur de Transparency International France. Alors c'est la section française de Transparency International. C'est une organisation présente dans une centaine de pays, je crois, qui lutte pour la transparence et l'intégrité de la vie publique et économique et contre toutes les formes de corruption. Là aussi, un vaste programme. Alors ma première question, Pascal Saint-Amand, s'engager publiquement, comme l'ont fait certains pays à Berlin, en faveur de l'échange automatique d'informations, c'est à vos yeux une avancée fondamentale ou c'est de la poudre aux yeux, j'allais dire ? Ah non, c'est une avancée fondamentale. Ouais. Ça a commencé avec la crise de 2008, le retour du politique sur ce sujet pour mettre fin au secret bancaire. Vous vous souviendrez du premier sommet du G20 à Londres le 2 avril 2009, où le G20 avait dit il faut que tous les pays s'engagent à faire de l'échange de renseignements. C'était à la demande, c'était pas extraordinaire. C'était pas automatique non plus. C'était pas automatique. 2013 a fait preuve d'un vrai soutien politique à nouveau du G20 pour passer à l'échange automatique. On y est. Tous les pays du monde, sauf Panama, le Bahreïn, les îles Cook et Vanuatu, Panama étant la seule vraie place financière, tous les pays ont pris l'engagement pour faire de l'échange automatique 2017-2018 comme vous l'avez dit. Et au-delà de cet engagement, il y a plus de 50 pays qui ont commencé à signer les accords pour que ça devienne une réalité et on met en place le système de contrôle parce que les engagements c'est bien, la vérification pratique de ces engagements c'est mieux et c'est ce qu'on fera. Alors François Valérian, ce qui veut dire que le secret fiscal, la fraude fiscale, c'est terminé. Vous êtes optimiste ? Je suis toujours optimiste, oui. Sinon je ne ferai pas ce que je fais. Oui. C'est terminé, non. Je crois qu'on a fait un grand pas, et il faut saluer l'action de l'OCDE et de Pascal Saint-Amand. Le deuxième pas qui reste à faire, c'est, une fois qu'on a les comptes et les noms, s'assurer qu'on a les vrais noms. Et ça, c'est un point important parce que maintenant, on va avoir de plus en plus des gens qui vont se cacher. Des gens qui vont se cacher derrière des fausses identités. Des fondations. Derrière des structures, derrière des trusts. Vous montriez dans votre documentaire des îles ensoleillées, mais il y a aussi les trusts dans une ville brumeuse à Londres, par exemple, et qui permettent aux gens de se dissimuler. D'où l'enjeu de connaître
partout dans le monde les gens qui sont les bénéficiaires ultimes des comptes et les vrais actionnaires des sociétés. On va y revenir. Pascal Saint-Amand, pourquoi les États-Unis, on a vu que les États-Unis n'avaient pas signé cet accord de Berlin, ils préfèrent des accords bilatéraux. Est-ce que c'est plus efficace et pourquoi les États-Unis ne se sont pas associés à cet accord global? Les États-Unis n'ont pas signé l'accord parce qu'ils ont déjà tous les instruments pour récupérer l'information. Ils ont été moteurs dans ces changements. Ils ont passé une législation qu'on appelle FATCA qui leur permet de récupérer toute cette information. Et ils ont donné envie aux pays européens qui ont dit on veut la même chose. En fait, FATCA, ça oblige les banques à déclarer. Toutes les banques du monde à donner aux États-Unis toute l'information bancaire sur les citoyens américains. Et quand les États-Unis ont passé cette législation, les pays européens sont tournés vers nous en disant on veut la même chose. Et donc on leur a fourni la même chose. C'est pourquoi les États-Unis n'ont pas signé. Mais ce qui vient d'être dit sur les bénéficiaires effectifs, qui est le bénéficiaire d'un compte bancaire? Il est assez rare que des personnes très fortunées vont détenir le compte bancaire en direct. Il y a toujours un trust ou une société offshore. Et donc l'objectif, c'est de neutraliser ça. Et notre standard prévoit que l'information sera donnée, que vous déteniez le compte en direct ou pas. Maintenant, tout va être dans l'application. Mais il est vrai qu'à la différence de hier, les personnes qui voudront se cacher vont devoir entrer dans une économie criminelle et pas seulement de fraude fiscale. Oui, parce que l'accord, si j'ai bien lu, ne concerne que les comptes de plus de 250 000 $. De l'accord de Berlin. Donc on peut très bien saucissonner ces avoirs. Alors non, il y a des mesures anti-saucissonnage. On a fait un paquet qui essaye vraiment de mettre fin à toute niche ou à tout trou dans cette législation. Même les sociétés écrans, les fondations, dont bien sûr, les trustees vont avoir l'obligation de déclarer ses comptes. Le vrai problème, c'est le feront-ils en pratique? Et là, on aura besoin d'un vrai contrôle. François Valérian. Je crois que c'est le sujet, de manière générale, sur ces choses-là, de la mise en œuvre. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est d'accord sur tout. On a le G20 qui a signé des grandes déclarations très précises contre la corruption, mais de même qu'il y avait eu la convention OCDE contre la corruption à la fin des années 90, la convention des Nations Unies contre la corruption, c'est pas parce que les gens signent qu'ils mettent en œuvre. Simplement, ils se mettent en contradiction avec ce qu'ils ont signé. Et donc c'est aussi le rôle de la société civile et des gouvernements et des autres gouvernements que de les contraindre à mettre en œuvre ce qu'ils ont signé. Vous n'avez pas l'impression, comme dans d'autres domaines, les fraudeurs auront toujours une guerre d'avance et qu'ils vont contourner les réglementations existantes? Vous êtes confiant? Oui, bien sûr. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, les gendarmes n'étaient pas équipés. Ils n'avaient aucune information ni aucun bâton pour essayer de récupérer les voleurs. Aujourd'hui, ils vont avoir l'information. Et demain, on vérifiera que les États appliquent correctement leurs engagements. Comme on le fait, on a un forum mondial qui réunit 123 pays qui font de l'examen par les pairs. On publie cet examen par les pairs et puis on a le G20 qui regarde et qui pourra prendre des sanctions. Alors un mot sur les chiffres quand même, parce que ça donne parfois un peu le vertige. Alors vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ces chiffres. Sur la fraude, d'abord au niveau de la France, on l'estime entre 30, j'ai vu les chiffres, 30 à 80 milliards par an de fraude fiscale. Et au total, au fil des années, des décennies, les Français auraient dissimulé plus de 600 milliards d'euros. Ça, c'est les chiffres que je retrouve sur Internet. Et au niveau planétaire, alors il y a plein de chiffres. Ça va de 500 milliards à 24 000 milliards, 26. Et le chiffre qui a l'air le plus crédible, qui est basé sur des chiffres collectés à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, c'est 17 000 milliards d'euros d'argent planqué dans les paradis fiscaux. C'est quand même, c'est des chiffres énormes. C'est 17 000 milliards d'euros, c'est à peu près le PNB des États-Unis, quoi. Tous les chiffres sont faux. Par définition, on ne sait pas, puisque c'était secret. Enfin, ce que l'on sait, c'est que depuis 3 ans, les États ont récupéré 37 milliards d'euros d'impôts. Voilà. 37 milliards d'euros d'impôts sur les revenus. Parce qu'on sait qu'on récupérera pas cet argent. Donc sur on les essaie revenus, de les taxer. Sur les revenus générés par de l'argent qui était caché. Comme les gens ont compris qu'on allait passer à la transparence, ils se déclarent. En France, c'est 2 milliards d'euros d'impôts collectés en 2014 et 2 milliards attendus en 2015 d'argent supplémentaire qui viennent de comptes qui étaient en Suisse, à Singapour, à Hong Kong et ailleurs. Je crois que c'est important aussi dans cette affaire. Effectivement, on n'arrive pas à mesurer précisément ce qui est caché par définition, mais ce qui compte, c'est les ordres de grandeur. Et si les ordres de grandeur sont corrects, c'est-à-dire ces ordres de grandeur sont corrects, c'est-à-dire qu'on est sur l'ensemble du monde de l'équivalent effectivement du PNB d'un très grand pays. On a fait tout un travail au sein de Transparency International France à partir de bases de données du FMI qui montrent que plus de 20% des flux financiers transnationaux transitent par les paradis fiscaux. Vous avez 70% des flux financiers arrivant en Russie qui viennent de paradis fiscaux, 70% des flux financiers qui sortent de Russie qui vont vers des paradis fiscaux. Pour la France, on est entre 10 et 20%. Donc ça, c'est les ordres de grandeur. Quand vous parliez
parliez de la fraude fiscale en France, on est dans des ordres de grandeur qui sont comparables au déficit ou au budget français. Enfin, ce sont des choses qui sont extrêmement préoccupantes, surtout quand les choses vont mal. Toutes ces choses partent de la crise. S'il n'y avait pas eu la crise financière, les États ne se seraient pas alarmés de leurs recettes fiscales. Non, mais je veux dire, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Les gens se disent c'est plus facile d'augmenter le taux de TVA d'1 ou 2% que de lutter réellement contre la fraude fiscale. Donc aujourd'hui, on a les instruments pour lutter contre la fraude fiscale. On a les instruments, on peut le faire, on doit le faire, et ça va permettre de réduire la charge fiscale sur les contribuables honnêtes qui ne peuvent pas se dissimuler à l'étranger. À côté de la fraude fiscale, on en a parlé, on a dit un mot tout à l'heure, il y a l'optimisation fiscale, c'est-à-dire c'est domicilier les bénéfices des entreprises dans les pays où on paye le moins d'impôts. Ça se fait. Il y a eu le scandale LuxLeaks qui vient de tomber là. Donc le Grand-Duché Luxembourg récite des accords secrets, pas si secrets que ça, avec 340 minimum multinationales. Alors on a envie de dire c'est légal, mais c'est complètement immoral. Alors, moral ou pas, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est on va citer un autre chiffre, 2000 milliards de dollars de profits des sociétés américaines cumulés au cours des dernières années aux Bermudes, qui ne sont pas taxés aux Bermudes, qui ne seront pas taxés aux États-Unis, qui n'ont pas été taxés là où les profits ont été réalisés. On a une situation où l'architecture fiscale internationale, dont l'OCDE est en charge, a permis jusqu'à présent de localiser les profits dans des pays où il ne se passe rien et où il n'y a pas de fiscalité alors que les activités sont ailleurs. On a proposé au G20 l'an dernier un gros projet qui consiste à lutter contre l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices. Il y a 15 mesures. On va en présenter les 7 premières aux chefs d'État et de gouvernement à Brisbane la semaine prochaine. Et on aura eu 8 mesures en 2015 pour changer complètement l'architecture de la fiscalité internationale, pour faire en sorte que ce qui était légal devienne illégal, ne soit plus possible. Qu'est-ce qu'on dit à Transparence sur l'optimisation fiscale ? L'optimisation fiscale, c'est un très vilain mot. Il date de l'époque où c'était très bien d'en faire. C'est quoi le bon mot alors ? C'est de la détérioration fiscale. Parce que l'optimisation fiscale, c'est de la détérioration du revenu fiscal des États et du revenu fiscal de la collectivité. Alors, on peut distinguer fraude fiscale et ce qu'on appelle optimisation. Mais moi, je distingue pas tant que ça. Parce que dans les deux cas, c'est de la transformation d'argent public en argent privé. Il y a des gens qui essayent de ne pas payer leurs impôts, donc ce qu'ils doivent au fisc, ils le transforment en argent privé, c'est de la fraude fiscale. Mais quand les entreprises, ce qu'elles devraient payer au fisc, elles ne le payent pas, eh bien, ça y ressemble fort. Et ça s'appelle de l'optimisation fiscale. Et de quoi s'agit-il concrètement ? On a parlé du Luxembourg. Les contrats, ils étaient secrets. On les apprend maintenant, mais ils étaient secrets. C'est d'ailleurs bien là le problème. Et finalement, les entreprises, ce qui les intéressait, c'était pas tant de payer moins d'impôts au Luxembourg, c'était grâce à des revenus non imposés au Luxembourg, de créer des pertes dans d'autres pays où elles étaient déduites fiscalement. Et donc, en différence nette, ils payaient moins d'impôts, dans d'autres pays. C'est ça tout le point. Et c'est quoi la solution ? C'est la fiscalité européenne ? Ça passe par l'Union européenne aussi ? Non, ça passe pas. Ça peut aussi passer par l'Union européenne. Ça passe par un changement des règles de l'architecture fiscale internationale. Par exemple, sur les rulings au Luxembourg, on a d'ores et déjà anticipé. On va présenter au G20 une solution qui consiste à obliger les États qui font des rulings, c'est-à-dire qui prennent des positions vis-à-vis des entreprises, de les notifier aux autres pays. Comme ça, si vous prenez une position qui est néfaste pour les autres pays, ils le sauront et ils pourront récupérer l'argent qui leur est dû. La solution, c'est la transparence. Voilà, c'est la transparence. Il faut que tout soit connu. Il faut que les comptes soient connus avec leurs bénéficiaires. Ça, c'est l'accord de Berlin. Il faut que les bénéficiaires ultimes des sociétés et des comptes soient connus. Donc, c'est aussi ce qui a été fait. Et puis, il faut que les accords fiscaux passés entre les États et les entreprises soient connus. Et il faut que les entreprises déclarent dans chaque pays ce qu'elles payent comme impôt. Et comme ça, on saura tout. Merci François Valérian. Merci Pascal Saint-Amand d'avoir participé à ce débat sur la fraude et comment vous avez dit, la détérioration fiscale. On va le retenir.